2, on va commencer avec 120 secondes de retard, mais en tout cas, un grand merci d'être là en cette fin de deuxième journée de ProDurable. Je m'appelle Pierre-Alix, c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette conférence. Je vais me présenter un peu plus après. Je vais vous remercier d'être là, d'autant plus que le titre, j'avais des doutes. Entre nous, j'avais des doutes parce que je me suis dit, bon, c'est quand même un peu racoleur, c'est un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas vraiment de quoi on va parler. C'était un choix, mais je suis content que ça vous ait intéressé quand même. Et j'espère que le contenu sera à la hauteur de vos attentes. Mais avant de vous présenter ce contenu, je vais vous poser quelques questions pour essayer de voir quelles sont les forces en présence. Je vais vous poser des questions et je vais vous demander de répondre à main levée. On va essayer de voir à qui on a affaire dans la salle rapidement. Première question, qui travaille ici en plutôt indépendant ou dans une TPE? Ok. PME? Et plutôt ETI, grand groupe? Ok, donc on a un bon équilibre en termes de taille de structure. Deuxième question. Est-ce que votre entreprise a déjà fait son bilan carbone? On a une bonne majorité, très cool. Troisième question. Est-ce que votre entreprise s'est dotée d'une feuille de route? Au niveau écologique, une feuille de route, pas un truc fait sur un coin de table, mais une vraie feuille de route ambitieuse, carrée. Là, on a un peu moins de... Ouais, on a une moitié de main levée, grosso modo. Est-ce que cette feuille de route, elle est déjà mise en œuvre? Est-ce qu'il y a déjà des changements assez importants qui ont été mis en œuvre dans votre entreprise, selon vous? Là, ok, là, ça, un peu moins de main levée. Est-ce que vous avez déjà fait des démarches, alors j'ai dit massives, mais à l'échelle de votre organisation, des démarches de sensibilisation, de formation sur les enjeux écologiques au sein des salariés ou d'autres parties prenantes? Alors, on a pas mal de mains, intéressant. Et la dernière question, qui pense ici que son entreprise va assez vite, fait assez bien, est assez avancée, au bon niveau pour répondre aux enjeux écologiques aujourd'hui, à l'instant T? Et là, je ne vous demandais pas de répondre de façon binaire, mais on va le faire comme ça à main levée. Genre, si je mets la main très très haut, c'est ah ouais, carrément, on est dans les clous, on est super efficace. La main très très basse, c'est franchement, on n'est vraiment pas au niveau et on ne va pas du tout assez vite à l'instant T. Si vous deviez mettre la main comme ça. Pas facile celle-là. Hein. Donc là, on a un petit peu de tout. On a un petit peu de tout. Bah, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de transformation des organisations et notamment des entreprises par rapport à la transition écologique. Et on va en parler, et c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, et je vais vous expliquer pourquoi elle m'intéresse, en vous présentant rapidement mon parcours. Donc moi, je m'appelle Pierre-Alix, et pour vous expliquer pourquoi je suis là, d'où je parle, moi je suis français, j'ai étudié en management et en philosophie, et j'ai commencé ma carrière au Canada, dans une entreprise qui faisait du conseil du coaching en culture organisationnelle, et dont la mission était simple, c'était de questionner les entreprises et les personnes sur leurs valeurs personnelles et de leur permettre de les vivre, ces valeurs, dans des défis. Donc on disait aux gens, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire mieux? Et ils nous disaient, ce qui est important pour moi, c'est le courage, c'est l'esprit d'équipe. Très bien, qu'est-ce que ça veut dire quand on gravit une montagne par moins 50 degrés? Donc c'est super intéressant, on était sur la transformation humaine, des défis humains. Ça me donnait un goût pour les défis un peu ambitieux sur lesquels il y a besoin de beaucoup de travail en équipe pour les accomplir. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, j'ai vu que là, il y avait un truc qui ressemblait un peu à ça. Et donc, la vie m'a amené en Argentine. Je suis parti faire une investigation sur la transition énergétique. Alors, je n'étais pas du tout ingénieur au départ. Et j'ai vu des problèmes et j'ai voulu y apporter des solutions, ce qui m'a amené à créer une entreprise de conseil en transition énergétique, ici, à Mendoza, en Argentine. Je faisais des audits énergétiques pour aider l'industrie viticole argentine à réduire sa consommation d'énergie. Ce n'est pas très compliqué en Argentine parce qu'ils partent de loin. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce que je faisais des audits, ça me prenait 8 mois. Je donnais des recommandations dont certains étaient ultra faciles à mettre en place et c'était jamais appliqué. C'était un peu frustrant, énervant. Et là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je revienne un peu à mes premières amours sur l'humain, mais peut-être qu'il faut que je prenne le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire avoir une approche scientifique, mais essayer de transformer les organisations en transformant les humains. Et j'ai commencé à me réintéresser à la pédagogie à ce moment-là, sur les enjeux énergie-climat. Je me suis engagé avec la fresque du climat.
Et ça m'a amené à créer 2 tonnes. 2 tonnes, c'est un atelier sur la transition écologique. Et c'est aussi une entreprise et une association qui a été créée en 2020 et qui a pu intervenir auprès de plein de publics variés. Plein de publics variés depuis 3 ans, bientôt 100 000 participants, au sein desquels il y a du grand public, des étudiants, mais aussi beaucoup de salariés en entreprise et même des ministres. En l'occurrence, ça c'était au ministère de la Culture. Et ce que je vais vous présenter ici, c'est le travail qu'on a fait pendant 3 ans avec 2 tonnes. C'est-à-dire qu'on s'est dit oui, on veut bien faire de la pédagogie, mais il faut que ça ait un impact. Et on va se donner les moyens que ça ait un impact. Donc là, il y a ce que je vais vous présenter. Ça va relever de la pédagogie, de la psychologie de groupe aussi. Et je vais essayer de synthétiser tout ça pour que ce soit plus ou moins compréhensible. Première question, quand on s'intéresse au sujet, moi j'aime pas trop les évidences. Et comme on est en fin de journée, je propose qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on vienne à se poser une question assez intéressante, c'est pourquoi il est pertinent de faire une transition écologique. C'est quand même intéressant de se demander avant de savoir pourquoi, est-ce qu'on va assez vite là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en faire une, pourquoi il y en a besoin d'en faire une. Pour ça, je vais vous reposer des questions. Et là encore, on va faire un petit quiz et vous allez pouvoir répondre à main levée. Première question. Entre 1993 et 2015, la proportion, donc en valeur relative, de la population qui vit en extrême pauvreté, est-ce que cette proportion a doublé, resté la même, ou est-ce qu'elle a été divisée par 3 ? Qui dit qu'elle a doublé ? Vous pouvez lever la main. Qui dit qu'elle est restée la même ? Qui dit qu'elle a été divisée par 3 ? On a une majorité de divisée par 3, et c'est une excellente réponse. Là, vous voyez l'évolution. C'est la Banque mondiale, les stats de la Banque mondiale, et on voit que c'est même quasiment par 4, si on prend de la hauteur, de 40% à 10%. Donc là encore, on est en valeur relative, quand même une courbe assez intéressante. Deuxième question. L'espérance de vie à la naissance, dans le monde aujourd'hui, tout pays confondu, tout continent confondu. Qui pense que c'est 50 ans en moyenne ? Qui pense que c'est 60 ans ? Qui pense que c'est 70 ans ? Ok, on est moitié-moitié entre 60 et 70. Eh bien, la réponse est 70 ans. Ce qui est intéressant de voir, évidemment, ici, c'est pas juste le 70 ans. C'est de dire, ok, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique. La dynamique, c'est qu'on voit que depuis 100, 150 ans, on a quelque chose qui est très, très marqué. On parle de 30 à 40 années de gain d'espérance de vie et qui s'applique sur tous les continents de façon générale. Imaginons que là, j'arrête la conférence ici. Je vous dis merci, bonsoir, on a fini. Vous sortez, vous vous dites, alors, on a appris quoi durant cette conférence ? Je croise quelqu'un dans la rue, je lui présente ces 2 stats-là. Qu'est-ce qu'on peut se dire à ce stade des informations qu'on a ? Tout va bien ? Moyen ? Pourquoi moyen ? Effectivement, on peut se questionner sur les conséquences de ça. D'autres impressions ? C'est mieux qu'avant ? Bah, effectivement, si on s'en tient juste à ces stats-là, qu'on les regarde, on fait une photographie à l'instant T, on peut se dire, franchement, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. C'est quand même plutôt souhaitable que les gens soient moins pauvres et qu'ils vivent beaucoup plus longtemps. Si on est un peu humaniste, on peut se dire, franchement, c'est cool, quoi. Et on peut même se dire, bah, ok, c'est cool, mais c'est grâce à quelque chose peut-être. C'est-à-dire que le modèle de développement qu'on a pu créer dans les dernières décennies, il a permis non pas juste de gagner peut-être des points de PIB, des points de croissance, des choses comme ça, qui paraissent très théoriques, il a permis aussi de créer des hôpitaux, de créer des écoles, d'améliorer concrètement les conditions de vie de l'être humain. Et ça, c'est plutôt cool. Et si on se questionne un peu plus sur les causes, on peut dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé par ici, là, qui fait que d'un coup, ça a skyrocket l'espérance de vie ? Les médicaments, effectivement. L'énergie. Effectivement, si on compare ça avec une courbe où on va analyser la consommation d'énergie, on va voir qu'on a découvert, avec la révolution industrielle et des innovations, la capacité d'utiliser l'énergie, notamment fossile, charbon, gaz, pétrole, et ça a permis de créer tous ces hôpitaux que j'ai évoqués et de créer des médicaments, une industrie qui a permis d'améliorer les conditions de vie humaines. Donc on va dire, ok, trop cool, ce modèle de développement-là, il marche. Il
il remplit ses objectifs peut-être d'améliorer la condition de vie humaine. Et si on se questionne d'un point de vue entrepreneurial ou d'un point de vue d'une entreprise, on peut se dire mieux. On peut se dire, mais en fait, c'est qui a utilisé cette énergie? Ben, c'est les boîtes. C'est Thomas Edison qui invente quelque chose, qui crée après General Electric, et ainsi de suite. Et en fait, la plupart des grandes entreprises d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont été créées à cette période-là, sur la base d'innovations marquées, qui ont permis ensuite tous les apports que j'ai mentionnés. Donc on pourrait dire non seulement c'est cool, mais surtout merci les entreprises pour tout ce que vous avez fait, et donc merci à nous tous, parce que c'est nous les boîtes quand même. Donc tout va bien. Donc il n'y a pas besoin de changer. Donc pourquoi on parle d'une transition? Évidemment, monsieur, vous l'avez évoqué, parce que tout ça, ça a des coûts. Il y a des externalités à ce développement-là, et ces externalités, elles créent des problèmes. Elles créent des problèmes, des crises écologiques. Alors là, on en voit un peu des exemples, mais il y a plusieurs canevas, trames pour analyser ces problèmes écologiques. Une de ces trames, c'est ce qu'on appelle les limites planétaires. Notre planète, elle est finie. Forcément, quand on dépasse certaines limites, ça a des conséquences. Donc là, ici, on en voit 9 des limites, dont le changement climatique. Et là, si on a une analyse qui n'est pas du tout une analyse morale, qui est purement une analyse, on va dire, ultra pragmatique. Ce qu'on peut se dire, c'est OK, on peut continuer comme on veut, comme aujourd'hui. Le problème, c'est que si on continue comme ça, on va dépasser ces limites et on va avoir des impacts négatifs qui vont complètement fracasser tous les bénéfices sociétaux que j'ai mentionnés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des choses qui sont irréversibles. Il y a des effets de seuil, il y a des points de bascule qui font que c'est pas comme si je pouvais dire « Oups, je suis allé un peu trop loin, désolé, je vais rebaisser après ». Malheureusement, ça ne marche pas. Et donc, si on regarde ça, on peut se dire « Ok, je fais mon calcul coût-opportunité ». Et là, je me dis « Effectivement, c'est peut-être pas mal pertinent de changer les choses. J'ai beaucoup plus à y gagner que de changer, qu'à y gagner que de rester pareil. » Donc là, on dit « Ok, il faut changer, il ne faut pas dépasser un plafond environnemental, mais est-ce que ça suffit ?» Si on est humaniste, on va dire peut-être que ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut aussi penser à autre chose. C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce cercle? C'est les enjeux sociaux. Est-ce qu'on est prêt à tout sacrifier au nom de la transition écologique? Peut-être pas. Peut-être qu'on veut au moins garder le minimum pour pouvoir vivre de façon digne, de façon juste, de façon épanouissante. Et là, ça nous amène à la théorie du donut de Kate Raworth, une chercheuse anglaise, économiste, qui nous montre qu'effectivement, on peut essayer de viser un endroit qui ne dépasse pas un plafond environnemental, qui ne va pas en dessous d'un plancher social, et qui permet un modèle de développement économique, philosophique, etc., dans lequel on a un espace sûr et juste pour l'humanité. Et donc, si on regarde ça, on peut se dire, OK, quand on parle de transition, on sait un peu mieux de quoi on parle. On parle en fait d'une transition d'un modèle de développement vers un autre modèle qui permet de rester au milieu de ce donut. Déjà, ça nous donne une définition, on parle le même langage, c'est cool. Mais pour savoir que de parler le même langage, il faut savoir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est quoi la transformation dont on parle? Là, c'est vachement théorique tout ça. On va regarder ça. L'enjeu quand on veut déterminer un objectif sur quelque chose, c'est qu'il faut avoir un peu de données. Là, vous avez vu qu'il y a 9 limites planétaires. On n'a pas forcément sur chacune des indicateurs parfaits qui synthétisent exactement la capacité à avoir de l'impact ou pas sur cette limite. Mais il y en a une sur laquelle on l'a, c'est le climat. Le climat, on a une maîtrise scientifique très suffisante pour déterminer des indicateurs quantifiables qui nous permettent d'élaborer des trajectoires en sachant exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas dépasser les limites planétaires sur cette limite-là. C'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone, et en gros, ça permet notamment au GIEC de faire des scénarios dans lesquels on voit où est-ce qu'il faudrait aller pour ne pas dépasser les limites planétaires, et c'est là qu'on voit qu'il faut suivre une trajectoire de décarbonation, et que cette trajectoire elle nous mène notamment à un point sur la ligne, c'est les 2 tonnes en 2050. D'où le nom de l'atelier. Et ce que je veux bien dire ici, c'est que le climat, 2 tonnes, on ne le voit pas comme une fin en soi. On le voit surtout comme un moyen pédagogique de bien comprendre le sujet et de se rendre compte du type de transformation qu'il faut mettre en œuvre, de la hauteur de la marche à franchir. Et si on regarde ça, on peut dire, OK, je sais que je dois atteindre ça, mais après, d'où je pars, ça tombe bien, on peut aussi le mesurer. Et on sait qu'on part de 10 aujourd'hui, 9,5 en France en moyenne, si on le rapporte par personne et par an. Et donc, on a l'ordre de grandeur de la transformation à mettre en œuvre, divisé par 5 nos émissions, qui représentent nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de consommation, en 27 ans. Et là, on comprend que cette transition que j'ai évoquée, c'est pas juste un petit machin à faire à la marge comme ça, juste pour s'adapter, c'est pas juste une éolienne en plus ou un truc comme ça, c'est une transformation profonde, un changement qui est très profond.
Je bois un peu d'eau. Quand on a une transformation qu'on nous présente comme nécessaire et comme profonde, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est réaliste tout ça? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce que c'est pas déjà plié? Eh bien, heureusement non. On sait qu'il existe énormément de scénarios dans lesquels on peut atteindre l'objectif des 2 tonnes. Il y en a plein au niveau national, au niveau mondial et au niveau des organisations. Et ça, on le sait parce qu'on connaît énormément de leviers de sobriété, d'efficacité, de décarbonation de sources d'énergie. Donc on sait que c'est possible. Ce changement, il est profond, mais il est possible aussi. Donc c'est pas du tout irréaliste d'y arriver. Et la dernière chose, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est juste un problème à régler? Est-ce que c'est juste une contrainte de plus qu'on a en tant que personne, en tant que société, en tant qu'entreprise? Peut-être pas. Peut-être que comme chaque défi, il y a plein d'opportunités derrière. En général, un défi, gravir une montagne, c'est pas toujours facile, ça fait mal aux pattes, mais éventuellement on apprend des choses, on vit des choses différentes et on en ressort un peu transformé. Peut-être que c'est la même chose en l'occurrence, peut-être qu'on peut se questionner sur qu'est-ce qui est le plus important, remettre en question certaines choses, innover, comme dans chaque phase de contrainte, en général, il y a plein d'innovations qui en sortent, et pourquoi pas créer une société encore plus épanouie, encore plus belle, qui ressemble encore plus à nos valeurs. Bref. Peut-être qu'on peut faire de cette transition un moyen d'être encore plus heureux. Une fois qu'on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Notre vision de la transition qu'on a chez 2 tonnes. Et on va la caractériser par 4 lettres. Et vous voyez très bien le lien avec le titre de la conférence. Pour nous, la transition écologique, elle se caractérise par 4 éléments. Le premier, c'est qu'elle est nécessaire. Sinon, on a des gros problèmes. Le deuxième, c'est qu'elle est profonde. Le troisième, c'est qu'elle est possible. Et le quatrième, c'est qu'elle est souhaitable en soi, peut-être. Pour nous, c'est notre vision de cette transition écologique. Et cette transition écologique, notre mission, c'est qu'on veut l'accélérer. On veut l'accélérer tout simplement en mettant en mouvement les acteurs de cette transition écologique. Et les acteurs, c'est aussi les entreprises. C'est les individus, c'est les organisations, c'est les États, c'est aussi les entreprises. Et c'est d'autant plus les entreprises que ce NPPS, il s'applique aux entreprises. On peut le remettre, la même chose, au niveau d'une entreprise. Il va falloir changer. Et ce changement, il ne pourra se faire sur les entreprises. De la même façon que les entreprises ont l'idée la charge quand il s'agit de la révolution industrielle, de transformer la société et d'accomplir énormément de bienfaits sociétaux. Ça va être la même chose ici. La transformation, elle sera profonde. On parle de pivot pour certaines entreprises, de changement profond de business model. Elle est encore possible, parce qu'on connaît plein de leviers. Il y a des exemples à succès qui sont en train d'apparaître. Et puis enfin, elle est souhaitable. On peut en tirer plein de bénéfices pour la boîte, y compris même en termes de pur business. Donc le NPPS que j'ai évoqué, cette vision-là, on peut très bien l'appliquer aux entreprises en général et à une entreprise en particulier. Ça, c'est cool. On sait ce que c'est que pourquoi il y a besoin d'une transition et on sait ce que c'est qu'on peut appeler transition, si vous me suivez. Ça a l'air simple, il y a 4 lettres. C'est quand même pas très compliqué en théorie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça ne change pas assez vite? Pourquoi ce truc vachement simple, ça ne bouge pas plus vite? Et là, j'aimerais bien vous poser la question. C'est quoi le problème? Pourquoi ça ne change pas assez vite en général dans la société? On a vu, on n'est pas dans les clous aujourd'hui. Mais pourquoi ça ne change pas aussi vite dans les boîtes? Il y a eu plusieurs mains qui étaient tout à l'heure assez basses quand il s'agissait de dire est-ce que ma boîte, elle change assez vite? Si vous aviez un élément de réponse, d'après vous, c'est quoi la cause fondamentale, le truc qu'il faudrait craquer pour que ça change plus vite? Récit positif. Culture du résultat à court terme. Résistance au changement. Du coup, ouais. Ouais, systémique, on est pris entre plusieurs acteurs. L'individualisme.
Pas sûr, des doutes, des peurs même peut-être. Mm. Oui. Pas mal de réponses intéressantes. Une dernière hypothèse. Compréhension des résultats en ordre de grandeur. Par où commencer? Qu'est-ce qui aura le plus d'impact par retour de la transition? Effectivement, compréhension des ordres de grandeur, par où commencer, qu'est-ce qui a le plus d'impact. Et le court-termisme. Je suis pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je vais me permettre de voir si on remonte à la source de la source de la source. C'est quoi le souci? Il y a un monsieur qui a dit le coût des investissements. Si on regarde le coût des investissements, on peut dire ok, un problème financier. Le problème de la transition, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour ça, ou alors que dans les entreprises, on n'a pas assez de vision financière pour investir au bon endroit. On peut dire ok, mais en fait, c'est quoi le problème financier derrière? C'est une vision peut-être de priorisation. Peut-être quelqu'un a évoqué on n'est pas sûr du résultat final. Tout ça, on peut le ramener à une vision du monde. Des croyances peut-être sur si je fais ça, je vais avoir un résultat qui sera pas satisfaisant. Des connaissances aussi, un manque de connaissances sur qu'est-ce qui marche pas. Une vision aussi des valeurs, c'est-à-dire peut-être de dire c'est beaucoup mieux de gagner beaucoup plus d'argent à court terme que de viser un bénéfice à long terme. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. On peut aussi le ramener à des normes. Pour moi, une entreprise doit gagner de l'argent et faire ses résultats tous les trimestres. C'est une norme personnelle ou sociale. Mais on peut le ramener aussi très personnel. Pour moi, une bonne vie, c'est une vie où on a beaucoup d'argent de côté, une très grosse voiture, etc. Et donc, j'ai besoin d'argent pour ça. Et puis, c'est aussi peut-être des émotions. Je doute, est-ce qu'on va avoir le bon résultat si on fait un pivot comme ça? Est-ce qu'on ne sera pas en avance sur les autres? Et là, on a peut-être peur. Ou peut-être juste qu'on se dit, ça ne m'intéresse pas ce sujet-là, j'ai bien assez de contraintes, j'ai d'autres choses à me préoccuper et je ne veux pas du tout m'engager, y compris émotionnellement, sur un tel sujet. Ça, on peut le ramener à ça. Et si on creuse au final en termes de psychologie de groupe, de parties prenantes, ou de psychologie individuelle, on pourra toujours ramener à ça. Si on pense à un actionnaire individuel, un petit porteur, possiblement on va dire pourquoi tu mets autant la pression pour qu'on fasse notre résultat? Tu vas recreuser sur tous ces éléments-là. Forcément, tout ça, on peut le faire sur plein d'autres choses que vous avez évoquées. Vous avez parlé de résistance au changement, vous avez parlé de vision stratégique, vous avez parlé de la notion de performance. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut dire, au final, ça revient toujours à, collectivement et individuellement, quelle est notre vision du monde, quelles sont les normes qu'on estime qui sont correctes et pas correctes, et quelles sont les émotions qu'on ressent par rapport à un sujet donné. Et ça, c'est quoi? C'est la psychologie. Est-ce qu'on est motivé? Est-ce qu'on priorise un sujet ou pas? Est-ce qu'on a la bonne posture d'action, d'ouverture là-dessus? C'est de la psychologie. Ça paraît un peu peut-être fumeux quand on le présente comme ça. Mais il y a peut-être un terme qui vous parlera plus. Est-ce que vous connaissez ce terme? Ça, c'est un acronyme, c'est technique. Hein. C'est du vocabulaire de gestion de projet de très haut niveau. Il n'y a personne qui l'a, l'acronyme? Ah, le putain de facteur humain, effectivement. Le PFH, le putain de facteur humain, c'est une expression québécoise au départ. Le putain de facteur humain, c'est souvent ce qui explique la différence entre mon projet, il est super, il est parfait, il est bien pensé, il est pertinent, tout le monde a y gagné, ça devrait bien se passer, et au final, c'est le bazar, chacun tire dans son coin, personne ne veut s'impliquer, et ça se passe très très mal. En général, c'est ça qui fait la grosse différence, c'est le fameux PFH. Et ça, c'est explicable scientifiquement grâce à la psychologie. Et là, j'aimerais qu'on reprenne de la hauteur, parce que là, on est sur une approche très individuelle, mais il y a un très très bon exemple de ça, qui est assez connu, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent, le triangle de l'inaction. Donc Pierre Pertout, prof à l'ESCP, qui nous dit pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on ne change pas si vite? Parce que le triangle de l'inaction. Chaque partie prenante de la société dit c'est à l'autre d'agir en premier. Moi, je voudrais bien, mais là, actuellement, je n'ai pas vraiment la bonne posture là-dessus. Ça ne m'intéresse pas maintenant de prioriser ça, de faire la bonne action et tout ça. Et ça, c'est très intéressant au niveau de la société, mais on pourrait presque le mettre au niveau de l'entreprise.
Alors là, je n'ai pas encore théorisé le truc complètement. Je vais faire un petit logo, un petit truc un peu plus chiadé, mais on pourrait imaginer l'octogone de l'inaction en entreprise. On a plein de parties prenantes et chacun est campé sur sa posture. Il freine un peu comme ça. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, elle est tiraillée entre plein de parties prenantes qui chacun disent « bah ouais, mais à toi le premier, à toi le premier ». Sauf que personne n'agit en premier. Qu'est-ce que ça crée? De l'immobilisme et une incapacité à changer, même si ça paraît plus ou moins évident quand on prend de la hauteur. On l'a donc compris, le gros problème, c'est un problème de posture psychologique sur le sujet. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est quoi la bonne posture? Et on en revient au titre de la conférence. C'est quoi les 4 éléments qui nous manquent pour avoir la bonne posture? Et quand je dis pour avoir la bonne posture, c'est toutes les parties prenantes, individuelles et collectives. Et là, on va jouer en équipe. Parce que c'est à vous de me dire c'est quoi la bonne posture, et c'est à vous de me trouver des exemples aussi, peut-être concrets que vous vivez autour de vous. Premier élément de la posture, premier ingrédient, c'est un mot qui commence par N. J'ai déjà évoqué les 4, mais on va voir si vous avez été aux aguets. Nécessaire. Donc la première chose, si on veut changer face à un sujet comme l'écologie, c'est de comprendre que le changement, il est nécessaire. Si on n'a pas compris qu'il y a un problème, si on n'a pas compris qu'il y a un problème qui est grave, on ne se dit pas que ça vaut le coup de changer. C'est quand même la base. Donc nécessaire, effectivement, le problème, il est réel, et il faut qu'on apporte un changement. On ne sait pas lequel, mais on sait qu'il y a un problème. Est-ce que là, vous pourriez me donner un exemple de votre expérience pro, ou même perso dans l'absolu, de quelqu'un qui n'a pas ce N-là dans sa posture sur le sujet, pas compris que le changement est nécessaire? Pardon? Technosolutionniste, ouais, effectivement. Ton beau-père. Voilà. Bon, j'allais dire, on va pas être nominatif, mais bon, voilà. On le salue, on le salue. Ouais, donc les technosolutionnistes, ça peut être un exemple. C'est cool, rien n'a changé, ça va bien se passer. Climato-sceptique, effectivement. Pourquoi je changerais? Il n'y a pas vraiment de problème, c'est du baratin, tout ça. Il y a d'autres exemples, alors là je vous en montre un. Moi je connais des gens, ils sont méga déter écolos dans leur vie. Par contre au travail, il y a une sorte de dissociation de personnalité. Ils disent moi dans ma vie je fais plein de trucs, mais au travail par contre j'ai pas compris qu'en tant que professionnel il faut que je change des choses, ou que ma boîte elle change en tant que telle. Et donc ils se disent moi je sais bien d'être écolo chez moi, mais dès que j'enfile mon costume de travail, là j'ai pas vraiment de questions à me poser là-dessus. Un autre exemple complémentaire, parce que je savais que la climato-scepticisme ça allait sortir. Premier ingrédient donc le N. Deuxième ingrédient, ça commence par un P. Ah, possible, profond. Profond. Il faut comprendre l'ampleur du changement qui est face à nous. Comprendre que ce n'est pas juste des petites mesurettes à gauche à droite. Parce que là encore, vous auriez des exemples autour de vous de gens qui ont peut-être compris qu'il y a un problème, que c'est nécessaire, mais ils n'ont pas vraiment compris que c'est un changement qui est profond. Oui, effectivement. Donc là, il n'y a pas les ordres de grandeur, on change le packaging, donc on change le 0,3% peut-être de l'impact du produit, et on dit « Ah, t'as vu, waouh, on a mis le paquet là sur l'écologie, on est à la pointe. » Syndrome de la touillette, effectivement. Ouais. Donc le syndrome de la touillette, ou les compagnies aériennes qui vont peut-être changer des choses là-dessus, ou d'autres entreprises qui vont dire « On fait plein de choses, mais peut-être qu'on n'est pas conscient de l'ampleur des transformations qu'il faut réellement faire dans la société et dans l'entreprise en général. » Donc ça, on peut le mettre là. On va dire, ok, il faut recycler nos déchets, c'est bon, c'est suffisant, mais en fait non. Peut-être que la bonne dimension, c'est une dimension qui est beaucoup plus business, beaucoup plus sur le cœur de l'activité et beaucoup plus ambitieux. Si on n'a pas compris ça, forcément, on n'apporte pas les bonnes mesures. Là, je vais faire un tout petit point, c'est que souvent, on peut croire que la pédagogie sur le sujet de la transition écologique, ça s'arrête à comprendre ça. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas toujours suffisant. Parce que si on n'a que ça, peut-être qu'on va avoir de l'éco-anxiété, peut-être qu'on va dire c'est impossible, etc.
Et donc peut-être qu'il faut aller encore plus loin si on veut outiller les gens en termes de posture sur le sujet. Le N et le P sont nécessaires, sont-ils suffisants? Eh ben, on va le voir maintenant, parce qu'il y a un deuxième P. Un P comme possible. Ben, effectivement, il faut se dire qu'on peut y arriver. Si on n'a pas de perspective de succès, si on dit que c'est trop tard, si on se dit que la partie elle est foutue, si on se dit qu'on va tous cramer, ça ne sert à rien de s'engager, de faire la moindre action sur un sujet donné. Il faut avoir une perspective de succès. Et ça, c'est le P. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui n'ont pas ce P-là sur le sujet? Des exemples? Des oncles, des beaux-pères Des gens sans enfants, ouais, effectivement. Ouais, ils n'y croient pas et ils se disent bah, c'est hors de question, je ne ferai pas d'enfant. Ouais, ouais, c'est vrai, bon exemple. Bien vu. Ouais, les aquabonistes. Ah, aquaboniste, ça veut dire bah, c'est à quoi bon. Donc à quoi bon agir. Et effectivement, là c'est pas un terme technique, c'est ou c'est pas un sport, à quoi bondir, je sais pas. Alors c'est voilà, c'est à quoi bon. Bah ouais, il y en a plein d'exemples, mais notamment bah, c'est le fait de se dire est-ce que j'y crois? Est-ce que j'ai envie de me projeter? Et là-dessus, si on l'applique concrètement à l'entreprise, je connais des gens qui démissionnent de leur entreprise qu'ils adorent parce qu'ils se disent je sais très bien qu'elle ne changera jamais. Ils n'y croient plus en fait. C'est-à-dire non seulement c'est pas juste par rapport à la transition écologique, c'est je ne crois même plus que dans ma boîte, on aura la capacité de changer. Et là, bah, j'ai pas ce P-là que je peux pas appliquer dans mon travail, donc je me dis, bah, je démissionne. Et pourtant, j'adore les personnes avec qui je travaille, j'adore ma boîte. Oui, exact. Effectivement. Et là, c'est ce qu'on peut voir en fait aussi dans le possible. C'est est-ce que c'est possible pour moi de prendre un rôle là-dedans? Est-ce que je vais servir à quelque chose ou est-ce que ça dépend pas de moi? Si ça dépend pas de moi, c'est pas très engageant. On va y revenir. Ouais. Oui, c'est possible, on y croit, mais l'exemplarité joue un grand rôle aussi. Ouais. Pour l'instant, c'est effectivement très compliqué, mais on va dire que ce soit 2 tonnes ou 3 tonnes ou autre, c'est vrai qu'on a un manque parfois d'exemples à succès autour de nous, et c'est vrai pour les entreprises aussi. On a un manque de dire quelle boîte est parfaite, exemplaire là-dessus, et forcément, si on n'a pas d'exemple par les pairs, c'est compliqué de se dire moi je vais y arriver avant tout le monde. Et ça, c'est un excellent point. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les États. Chaque État dit oui, mais moi je suis pas si mal, les autres ils font pas mieux. Donc il y a un P et il y a une dernière lettre, c'est le S. Et alors là, les gens qui savent la réponse, il ne faut pas la donner. Le S comme souhaitable, effectivement. Est-ce que là aussi, vous avez des exemples de gens qui soit ont compris que c'était souhaitable de faire une transition écologique ambitieuse pour sa boîte, soit ne l'ont pas compris du tout? Ouais. Ouais. Ouais, effectivement. Bah, quand je prenais un peu l'exemple d'un actionnaire qui regarde juste le résultat trimestriel, lui, il ne se dit pas que c'est souhaitable de sacrifier le résultat de court terme pour avoir peut-être un résultat de long terme. Mais c'est vrai pour plein de gens qui vont être campés sur non, non, mais là, je n'ai rien à gagner dans votre truc. Et peut-être qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas forcément une vision d'ensemble.
des implications stratégiques pour l'entreprise et tout ça. Mais on pourrait imaginer que si on s'en dote de cette vision d'ensemble, on dit ok, on a compris que c'est pas facile. Quand on dit souhaitable, on peut avoir un truc qui est souhaitable, ça veut dire que c'est facile à faire. Par contre, c'est quand même peut-être facteur de beaucoup de co-bénéfices. En l'occurrence, on peut en voir plein. On ne va pas rentrer dans le détail, vous les connaissez sûrement beaucoup mieux que moi. Mais grosso modo, il y a plein de trucs qui peuvent te dire. Alors déjà, juste si tu veux qu'on continue à bien opérer, on va être obligé de le faire. Si la loi elle change, il vaut mieux l'anticiper que le subir. C'est plutôt souhaitable de l'anticiper. Et puis, il y a aussi plein de choses qui peuvent dire, dans l'absolu, mais utilisons cette opportunité-là, il y a des marchés à creuser. Peut-être qu'en termes de personnel, on peut faire beaucoup mieux sur l'engagement, etc. des gens. Et tout ça, ça peut te montrer qu'en fait, c'est souhaitable de faire cette transition-là. On a donc 4 trucs qui peuvent nous manquer. Alors là, j'ai dit, les 4 raisons qui empêchent ou qui ne facilitent pas la transition énergétique, la transition écologique dans votre entreprise. Mais évidemment, vous m'avez vu venir, tout le monde se positionne là-dessus. On peut analyser toutes les personnes qu'on connaît sur ce canevas-là. On peut dire, ah moi j'ai mon beau-père, il a bien compris le premier P, mais par contre il n'a pas du tout compris le N, tu vois. Il a compris que c'était possible, hein. Il a compris que c'était possible, et il se dit, bon, il croit que c'est possible, on peut mettre des éoliennes partout, mais par contre il n'a pas du tout le N, il n'a pas compris qu'il y a un problème, et il n'a pas compris la profondeur du changement. Et puis on a des gens qui vont à l'inverse avoir, ouais bah, c'est trop cool, mais par contre c'est impossible à faire. C'est souhaitable, mais c'est impossible à faire. Donc en fait, on peut positionner chaque personne et limite, on pourrait adapter notre approche avec ces gens-là par rapport à comment on les positionne dans ce NPPS. On a donc notre formule magique. Et ça, je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire, mais à la limite, je vais vous proposer de le faire juste en 1 minute. Imaginez si jamais vous aviez sur les projets clés que vous organisez par rapport à la transition écologique dans votre boîte, quelques acteurs clés, ou des groupes d'acteurs, et vous dites, eux, ils sont vraiment profondément en posture NPPS. Ils ont intériorisé. C'est pas j'ai entendu ça et c'est sorti par l'autre oreille. J'ai intériorisé cette posture-là par rapport au sujet, que c'est nécessaire, que c'est profond, que c'est possible et que c'est souhaitable. Et la question que j'aimerais vous poser, et on va le faire juste en 1 minute, c'est qu'est-ce qui se passerait sur les projets que vous menez pour essayer de transformer votre entreprise au niveau écologique? Ça irait beaucoup plus vite? Vous pouvez développer? Effectivement. D'autres visualisations qui vous viennent? Ouais. On n'aurait plus ces triangles de inaction, ces octogones là. Tout le monde dirait mais bien sûr, mais vas-y, mais non seulement je prends ta suite, mais je redouble d'actions après toi. Ouais, effectivement. Là, il y aurait une impulsion et possiblement cette impulsion serait entendue, acceptée et on dirait mais oui, c'est une excellente idée, j'ai compris pourquoi c'est une excellente idée et j'ai envie de la supporter. Ouais. Oui, effectivement. Bon, a priori, ça accélérait pas mal de trucs, d'après ce que j'entends. Et donc, une fois qu'on dit ça, on dit bah, ça serait vraiment génial qu'on puisse arriver à ce que toutes les parties prenantes soient dans cette posture-là. Merci, madame. Et ben, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour les mettre dans cette posture. Et c'est là où c'est plutôt intéressant de travailler avec un peu de science. Parce que sinon, on fait du flafla et du flaflou. Et la science, elle nous montre que bah, c'est compliqué tout ça. C'est quand même vachement compliqué. Et donc, je vous ai parlé un peu du travail qu'on fait chez Doton. Doton, on est une équipe de 30 personnes qui travaillent sur la pédagogie. Je vais vous montrer après c'est quoi notre outil pédagogique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous, on se questionne vraiment sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ils prennent cette bonne posture. C'est notre objectif final parce qu'on veut accélérer la transition écologique et on pense que le gros problème, c'est un problème de posture. Eh ben, on ne peut pas agir sur tout, ça c'est clair. Quand on voit tout ça, ça fait flipper et on se dit, bon, déjà, il va falloir quand même qu'on priorise. Et puis deuxièmement, il y a des choses qu'on ne peut pas, en tant qu'entreprise ou en tant qu'employeur ou en tant que collègue, toucher. Je ne vais pas aller voir mon collègue et dire, tu sais, tes croyances sur le monde, elles ne sont pas bonnes, il faut que tu changes tout ça du jour au lendemain.
pas méga efficace, ça ne marche pas des masses. Mais par contre, ce que ça nous permet, c'est au lieu de dire on a un globi-boulga de trucs à changer, on peut identifier des éléments sur lesquels on dit ça par contre, je peux agir là-dessus. C'est pas de la manipulation, c'est pas de la fanfaronnade, c'est un truc précis sur lequel on peut générer une posture suffisamment puissante pour permettre le passage à l'action. Il y a plein de théories qu'on a analysées là-dessus avec Laura, qui est ici, qui est psychologue chez Dotton et qui m'a beaucoup aidé sur le contenu. Et parmi celles-là, il y a un élément, je vous montre à guise d'exemple, mais qui pour nous est révélateur de ce qu'on peut faire, notamment en entreprise, sur certaines parties prenantes clés, qui sont les dirigeants et les collaborateurs. C'est une théorie de l'auto-efficacité. C'est pas si compliqué en fait. C'est un Anglais, Albert Bandura, qui l'a vu. C'est la capacité que les gens ont perçue de se dire qu'ils ont un impact quand ils font quelque chose, que ça sert à quelque chose de mettre son énergie, ses compétences, son intellect au service d'une action. Si on ne l'a pas, on n'a pas du tout envie de se donner pour ça. Et c'est ce que vous évoquiez, madame, tout à l'heure, en disant est-ce que les gens ils vont faire quelque chose? Ça va avoir la différence. Moi, je suis un employé, on est 150 000 dans la boîte. Si je n'ai pas de notion d'auto-efficacité, je n'aurai aucune volonté de m'engager. Si j'en ai, possiblement, je vais me dire ah tiens, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire des actions, j'ai compris la vision d'ensemble, j'ai compris peut-être la vision stratégique de la boîte, j'ai compris le rôle que je peux jouer là-dedans, et j'ai envie de jouer ce rôle-là et d'être efficace dans le rôle, et là je vais me sentir m'accomplir là-dedans. Nous, on a créé une expérience pédagogique qui répond à ça, qui répond à ce besoin de faire passer les acteurs en posture NPPS, et notamment sur cette thématique de l'auto-efficacité. C'est un atelier qui s'appelle l'atelier Dotton. L'atelier Dotton, je vous explique le principe rapidement. On prend un groupe de 6 à 15 personnes et on leur fait d'abord calculer leur empreinte carbone personnelle. Donc là, ils ont une vision quantifiée des impacts de leur mode de vie sur une limite planétaire, qui est le climat. Et une fois que c'est fait, on les met ensemble dans une salle ou en distanciel et on leur dit on va imaginer ensemble un scénario pour qu'au niveau individuel et au niveau de la société française, on arrive aux fameuses 2 tonnes en 2050. Et à ce moment-là, on va activer ce scénario. On va proposer aux gens de faire dans un système au tour par tour, de façon chronologique, des choix d'action et de voir les impacts en temps réel sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc ils vont le faire en tant qu'individu, avec leurs données personnalisées, mais ils vont aussi le faire en incarnant les décideurs collectifs, en incarnant les entreprises, en incarnant l'État, en incarnant les collectivités et en voyant la complémentarité entre les leviers individuels et les leviers collectifs. L'expérience, pour vous la dire en quelques mots, elle prend cette forme-là. Et elle a été designée spécifiquement par rapport aux objectifs que je viens de vous présenter. Le fait de calculer son empreinte carbone, ça donne un sentiment d'immersivité. On est vraiment en application sur un truc qu'on maîtrise, c'est son mode de vie à soi. Donc on n'est pas dans du flafla, on est dans du concret, comment moi je peux baisser mon empreinte carbone. On fait une introduction, on rappelle bien les notions clés, on permet à ce que tout le monde comprenne les notions clés pour que précisément ils ne soient pas perdus après, que ce soit inclusif, que tout le monde puisse s'embarquer dans l'aventure, quel que soit son niveau de départ sur le sujet. On fait cette simulation que je vous ai présentée qui en fait est une vraie mise en abîme, tout simplement. C'est une mise en abîme de ce qui se passe dans la vie réelle, qu'on peut faire en se projetant dans le futur, et puis à la fin on débriefe. On regarde qu'est-ce qu'on a appris. Et en général, les gens nous disent tiens, j'ai compris que c'était nécessaire, j'ai compris que c'était possible, j'ai compris que c'était souhaitable, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on est prêt pour lancer une première action. On ne va pas donner aux gens la mission de faire un plan stratégique détaillé. Ce n'est pas l'objectif. En général, il a déjà été fait, notamment par l'entreprise. Par contre, on peut dire tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant qui te semble efficace? Et ça, si tu le fais, peut-être que précisément, ça va te mettre dans un sentiment d'auto-efficacité dans la vraie vie. Cette expérience, elle répond à plein d'objectifs pédagogiques que je ne vais pas vous présenter, parce que c'est un peu relou. Mais je vais juste vous présenter comment ça s'applique à l'entreprise. Pour l'entreprise, si on vous parle d'auto-efficacité, ce qui est bien, c'est de savoir prendre des bonnes décisions, en général, et de pouvoir faire des vraies actions. Et pour ça, on a besoin de 2 choses. La première chose qu'on a besoin, c'est des connaissances. Vous avez parlé tout à l'heure, madame, d'ordre de grandeur.
Si on n'a pas de vision sur les ordres de grandeur, on ne peut pas prioriser et on ne sait même pas soi-même par où commencer. Donc on n'a pas de sentiment de contrôle sur le réel. Et ça, le fait d'avoir une connaissance des ordres de grandeur et des leviers d'action, ça nous permet déjà d'avoir une vision différente de la transition, de pouvoir se faire sa propre idée du sujet. Et d'imaginer à son échelle l'éco-bénéfice, mais de le faire soi-même, de façon très mise en pratique. Et la deuxième chose, c'est d'acquérir une méthode précisément pour prendre des décisions sur le sujet. Et c'est ce qu'on fait durant l'atelier. Parce que grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'à chaque tour, on va faire le même travail, on va analyser les émissions qu'on a de départ, on va regarder quels sont les plus gros postes, on va analyser les leviers à notre disposition, on va prioriser ces leviers en identifiant les contraintes et les co-bénéfices, et on va les activer et voir les résultats. Et ça, c'est une méthode qui, tout simplement, permet d'être efficace dans sa prise de décision et de développer ce sentiment d'auto-efficacité. Et à ce moment-là, il y a une critique que vous pourriez faire, notamment, c'est « ouais, mais c'est juste un atelier de 3 heures. Ça ne va pas suffire à transformer les gens durablement. » Ce qui est légitime comme objection. Sauf que, ce qui est cool avec l'auto-efficacité, c'est qu'elle s'auto-alimente. C'est que le principe de l'auto-efficacité, c'est que c'est le fait de faire une action et de voir son impact et de me dire que ça sert à quelque chose d'agir qui va renforcer mon envie d'en faire d'autres et d'être de plus en plus ambitieux. Et ça, c'est ce que l'atelier permet. Et c'est pour ça qu'on n'est pas sur une optique de dire « il faut que vous fassiez un plan détaillé à la fin de l'atelier ». On dit non, faites juste des premières actions qui vous semblent activables, qui sont suffisamment efficaces, pas juste des trucs symboliques. Et de là, peut-être que vous allez dire « ah, en fait, c'est cool, je me sens mieux et je peux incarner cette posture NPPS concrètement. Et possiblement, ça va avoir un impact autour de moi et je vais avoir envie de continuer à la faire. » C'est toute la dynamique qu'on veut créer, qui en général s'auto-alimente, encore une fois, non seulement pour la personne elle-même, mais aussi d'une personne à l'autre. Ça, on le fait grâce à une pédagogie unique, mais je ne vais pas trop en parler, comme ça après je pourrais laisser du temps aux questions, s'il y en a. Mais grosso modo, ce que je voudrais vous faire comprendre ici, c'est que la pédagogie de l'atelier d'automne, qui est un atelier en intelligence collective, donc on est en petits groupes, avec un animateur ou une animatrice, on l'a vraiment pensé pas du tout comme un gadget. On l'a vraiment pensé uniquement au titre de ces objectifs pédagogiques. Et d'ailleurs, ça évolue en permanence, parce que les besoins et notre maîtrise de l'impact, elle évolue en permanence. Et ça nous permet d'avoir une très très bonne finesse dans la façon dont on design l'expérience, et que même si c'est une expérience qui est unique, un peu comme la fraise du climat, on peut la décliner pour que, quel que soit le public, quel que soit le contexte, quelle que soit l'industrie, on touche à l'objectif pédagogique souhaité. Dernière question, est-ce que ça marche? Je vais faire un peu plus du concret. Déjà, ça marche pas si mal parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire l'atelier et qui en redemandent. Ça, c'est cool. C'est vrai dans les boîtes, c'est vrai dans les collectivités, c'est vrai dans l'enseignement supérieur. Et elles le font un peu comme la fraise du climat, qui est une grande inspiration, avec soit la capacité de faire intervenir des professionnels, soit de déployer en interne en formant des animateurs. Et ça, c'est très efficace, et c'est encore mieux, parce que quand on parle de sentiment d'auto-efficacité, rien de mieux que soi-même se former sur un sujet et de former les autres. Docendo Decimus, c'est en enseignant que j'apprends. Et là, on a un sentiment énorme d'accomplissement et on devient un énorme ambassadeur du sujet. Et ça, c'est une démarche qui est très, très inspirante et qu'on a pu tester, notamment, je vous montre un exemple, chez Danone. Ça, c'était cool. On l'a fait, c'était le Danone Day en 2022. Danone Day, c'est un rassemblement de tous les Danoners. Et puis, ils disent, OK, on se projette un peu sur le futur de la boîte. On célébrait les 50 ans d'un discours fondateur d'Antoine Riboud sur la RSE. Et ils ont dit, là, oui, il se passera quoi dans les dizaines de prochaines années? On a pris tous les salariés ensemble sur les sièges et on leur a fait vivre un atelier d'automne grâce à leurs pairs, grâce à leurs collègues. Et ça a été très, très cool en termes d'impact, en termes de dynamique, en termes de fierté ressentie collective. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mesurer. Hop. On peut le mesurer parce que grâce à Laura, notamment, on travaille sur un travail de mesure d'impact, non seulement au niveau individuel, donc on sait que ça marche, mais aussi au niveau collectif. Et on est en train de faire des premiers tests, avec Vinci Autoroute notamment, pour voir à quel point le déploiement de l'atelier permet un avant-après qui est fondamental dans la capacité à mettre en place la stratégie de décarbonation de l'entreprise. Et ça, on sera ravis de continuer à le faire, parce que si on ne peut pas mesurer notre impact, c'est pas cool. On en a besoin. Ceci étant dit, s'il y en a qui doivent partir, je vais vous laisser partir, mais surtout, je vais vous montrer quand même 2-3 petits trucs. On a une nouvelle version de l'atelier, qui s'appelle la version Donut, qui fait référence à la théorie que j'ai mentionnée au début.
qui élargit beaucoup plus les enjeux écologiques autour du climat. Et vous pouvez la tester, ça vous branche. On va faire des ateliers spéciaux pour les gens qu'on a rencontrés à ProDurable. Vous pouvez scanner ce code-là, ça va être assez cool. Il y en a qui seront animés par les fondateurs, moi-même et François, mon associé. Et puis, si vous voulez nous voir, il y a plein de gens en vert qui seront ravis de vous parler. On a un stand qui est tout petit, on a hacké le concept de stand, on a mini-stand, méga équipe, et vous serez plus que bienvenus si vous voulez en parler, savoir comment on fait, savoir toutes les bêtises que j'ai dit et qui vous font réagir. Donc vous serez bienvenus pour en parler. Ceci étant dit, merci beaucoup et je suis encore là si vous avez des questions. Donc, est-ce que le frein à la transition écologique, c'est qu'elle réponde à des lois plutôt que d'initier du changement? C'est ça? Alors, est-ce que c'est loi au sens légal du terme ou loi au sens des principes? Je vois. Bah, qu'il y a un cadre normatif trop contraint. Ah, je ne vais pas me lancer sur une analyse des lois en particulier, mais ce que je peux dire, c'est que là encore, c'est une question de priorisation. C'est-à-dire que de tout temps, les entreprises doivent répondre à énormément de lois, sur énormément de sujets, pas que sur l'écologie. La plupart, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. Mais après, la question, c'est quels moyens on se donne. Donc si on a 3 personnes dédiées au sujet et qu'effectivement, on est une entreprise de 120 000 personnes, le risque, c'est que ces personnes-là vont juste gérer des petits soucis plutôt que d'être motrices dans la capacité à imaginer des changements plus profonds. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas encore de loi concrète qui oblige à suivre une trajectoire de décarbonation suffisamment ambitieuse. Ce qui est d'ailleurs très dur à définir. Et c'est pour ça que pour moi, le principe de la posture NPPS, c'est d'être proactif dans les changements. C'est d'être en avance. C'est de ne pas attendre une loi qui va arriver, mais c'est de l'anticiper parce que j'ai compris en fait la réflexion derrière la loi. Donc il peut y avoir des lois qui sont peut-être mal fichues, mal conçues ou autres, mais théoriquement, si une personne ou une entreprise a bien compris le NPPS, elle n'aura même pas besoin de loi pour aller vers l'objectif souhaité vis-à-vis de l'écologie. Donc c'est un peu ça le sujet. Effectivement, on a une dette à l'instant T parce qu'on est pris dans une situation où, comme je l'ai dit, on a plein de parties prenantes. Et donc là, on en revient un peu sur cette idée d'octogone un peu de l'inaction en entreprise. On a plein de parties prenantes qui probablement sont, même si elles sont de bonne volonté, sont parfois un peu une dette qui nous empêche d'agir comme on le voudrait. Mais si on arrive à générer une posture NPPS généralisée, encore une fois, on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit quoi faire, on le fait de façon proactive parce qu'on a compris le gros sujet. Ouais.
Alors, il y a 2 points. Sur le deuxième sujet des données, ça c'est clair que c'est un énorme problème. Et d'ailleurs, c'est quand même un sujet qui tourne à produire pas mal. Et c'est pour ça que, comme je dis, nous, on a choisi le sujet climat. Et c'est la critique des fois qu'on nous a fait. En disant, oui, mais vous, Deuton, vous pensez qu'au climat, qu'au climat, qu'au climat. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. C'est quoi mon indicateur sur la biodiversité? Le problème, c'est que sur les autres sujets, comme je dis, il y a moins d'indicateurs qui sont absolument objectivables et qui décrivent tout le sujet. Et donc nous, on a dit, sur le climat, on peut avoir de la data. Elle est de plus en plus fiable. Elle n'est pas parfaite, mais elle est de plus en plus fiable. Et ça nous permet de déjà parler le même langage avec tout le monde. Et que quand je dis la transition, elle est profonde, tu dis, OK, ben on sait ce que ça veut dire, parce qu'on peut le constater, on peut mesurer l'écart avec le résultat final qu'on voudrait. Donc ça, c'est un premier élément. Sur le deuxième élément, c'est que là encore, je pense qu'il y a une dette, parce qu'on est pris dans un écosystème qui fait qu'à un instant T, c'est très compliqué de faire changer les choses, et ça ramène au triangle de l'inaction, c'est j'aimerais bien t'aider, mais je ne peux pas, mais j'ai pas le temps, mais je suis déjà pris parce que j'ai l'État qui m'embête de l'autre côté, parce que j'ai des normes à droite, parce que j'ai des problèmes RH, etc. Et que ça, la seule façon de le casser, d'après nous, c'est que massivement et collectivement, on change de posture. Et que donc, on ne dise pas, on laisse de côté les problèmes qu'on a aujourd'hui, mais qu'on dise, on se projette déjà vers anticiper les problèmes de demain. Et pour nous, la posture NPPS, c'est vraiment cette posture qui est proactive, qui fait que tout le monde a tellement bien compris le sujet, l'a tellement bien intériorisé, qu'il n'a même plus besoin de se faire expliquer 14 000 fois par une certification ou par une norme le truc, parce qu'il va le faire lui-même. Parce qu'il a compris que c'est dans son intérêt final de le faire, parce qu'il y a un enjeu écologique à gérer. Donc, notre posture à nous, elle est à la fois très idéaliste dans ce sens-là, mais aussi très concrète. Parce que si on ne traite pas ça, on sera tout le temps dans le même problème. On sera tout le temps dans le « je suis pris dans plein de trucs, je suis pris dans plein de trucs, j'aimerais bien, mais je peux pas ». Ce qui est exactement ce qu'on voit avec le triangle de l'inaction. Ouais, c'est très complexe. Et ça, enfin, encore une fois, nous, on pense que la racine de nos problèmes, c'est un problème de posture sur le sujet. Et que c'est ça qui est, si on dit la racine du problème, c'est surtout que c'est la racine de la solution. Et je pense que c'est vrai pour tout, en fait. Et qu'à chaque problème de fond, le premier sujet, c'est de faire le pas de côté, la prise de hauteur, qui permet de faire les bons constats et d'avoir la bonne posture. Et on peut le voir sur plein de trucs. Sur des trucs très perso, il faut réaliser que le problème existe et prendre de la hauteur pour faire un plan d'action qui soit suffisamment ambitieux. Je ne vais pas me lancer sur une métaphore sur la perte de poids, mais c'est un exemple qui me parle beaucoup. Si tu prends jamais le temps de faire un pas de côté et de dire « ouais, mais là, il faut peut-être que j'arrête de bosser un peu plus tôt, je prenne du temps, que je me renseigne bien sur le sujet, que je comprenne les enjeux, où est-ce que je suis, vers où je veux aller et quels sont les co-bénéfices si j'y vais », jamais je vais vraiment me lancer dans une transformation profonde de mon alimentation, de mon rapport à l'activité physique, etc. Et donc, il ne faut pas que la dette de court terme soit un frein au fait d'agir sur le long terme. Idéalement, il faudrait qu'on soit capable de faire les deux en parallèle. Et ça, la seule solution pour nous, c'est que tout le monde prenne de la hauteur et que tout le monde l'intériorise à sa façon. Pas qu'on leur dise « fais ci, fais ça, fais ça, fais ça », parce qu'à ce moment-là, l'auto-efficacité, elle est perdue complètement. Et c'est ce qui se passe avec la multiplication de normes, c'est qu'on les fait parce qu'on doit les faire, mais on s'en fiche en fait, on n'a pas envie de les faire, on pense que ça ne sert à rien. Et donc forcément, dès qu'on a fini, on n'a qu'une envie, c'est de passer à autre chose. On n'a pas envie d'être beaucoup plus ambitieux sur la transition écologique. Et donc là, il faut qu'au bout d'un moment, on casse ce cercle-là et qu'on le transpasse par un truc beaucoup plus vertueux. Oui. Une dernière question peut-être. Mais bon, on m'a dit qu'on avait plus de temps. Ok. Bon, bah, on se retrouve juste dehors si vous voulez.
Et d'ailleurs, merci beaucoup à tous et toutes. C'était vraiment une première, c'est expérimental, donc je serais vraiment preneur de vos retours. Ça se trouve, c'est pas structuré ou pas compris.